Alors, donc ce que nous vous proposons, c'est un webinaire en deux temps. Premier temps, on va faire une présentation à travers deux sujets principaux. Le premier qui concerne la méthode, c'est-à-dire comment mobiliser pleinement vos prérogatives, vos droits pour comprendre la politique sociale et agir sur la politique sociale dans l'entreprise. Et puis ensuite, on illustrera par trois problématiques, trois situations d'entreprise différentes. Au fur et à mesure, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions-réponses. Christelle pourra y répondre et puis on reprendra peut-être certaines questions on gardera un temps suffisant pour les questions sur la deuxième partie du webinaire. Alors, sur la méthode. Le CSE, vous le savez, doit être informé et consulté sur la politique sociale. Cette information et cette consultation ont lieu à travers plusieurs consultations récurrentes et un certain nombre de consultations ponctuelles. C'est le cas sur, évidemment, la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, qui a lieu chaque année normalement. Sur la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, le Code du travail précisant que cette consultation porte non seulement sur les orientations stratégiques, mais aussi sur leurs conséquences sur les emplois, les compétences, les parcours et la formation. Et puis, ponctuellement, vous êtes également consulté, le CSE est également consulté sur tout projet ayant un impact sur l'emploi et sur les conditions de travail. Comment faire en sorte que ces consultations qui portent sur des questions de politique sociale aient un effet utile? Un effet utile, ça signifie que la consultation du CSE permet d'influer sur le contenu des politiques sociales mises en œuvre dans l'entreprise. Première condition, il faut que vous ayez accès à l'information nécessaire. L'information vous est transmise de différentes manières. L'une des voies principales, c'est par la BDESE, la base de données économiques, sociales et environnementales. Point d'attention à ce sujet, on remarque que la BDESE, souvent, son contenu est assez varié, assez hétérogène et qu'il n'est pas toujours à la hauteur des enjeux. Attention, car le contenu de la BDESE peut être aménageable par accord. C'est très important de veiller à ne pas négocier un contenu de BDESE qui soit moins disant que ce que prévoit le Code du travail. Attention à la qualité, la fiabilité des informations, attention au fait que toutes les rubriques demandées soient bien renseignées. Attention aux données prévisionnelles, souvent insuffisamment renseignées, c'est le cas notamment sur les orientations stratégiques. Et puis attention aussi, une question technique d'accès à la BDESE, accès qui peut être très imparfait, on le voit encore régulièrement. Autre condition pour faire en sorte que ces consultations aient un effet utile, c'est le fait pour le CSE de disposer d'un délai d'examen suffisant pour pouvoir examiner les informations transmises et mener à bien ses travaux. Ce délai, vous le savez, est par défaut, c'est-à-dire à défaut d'accord prévoyant des délais autres, d'un mois entre le moment où l'information est remise et le moment où le CSE devra rendre un avis. Il est de 2 mois si le CSE décide de faire appel à un expert, et il passe à 3 mois à une double condition, si la consultation est menée à un double niveau, au niveau du CSE central et de CSE d'établissement, et aussi si une ou des expertises ont été décidées par le CSE. Alors, autre levier possible pour maximiser l'effet utile de ces consultations. Vous avez, pour ces différentes consultations, la possibilité de faire appel à des experts. C'est le cas pour la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Vous avez un droit d'expertise. C'est le cas également pour la consultation annuelle sur les orientations stratégiques et leurs conséquences. Et puis, pour les consultations ponctuelles sur la mise en œuvre de projets importants et leurs conséquences sur les conditions de travail ou les conditions de santé et sécurité. À noter, hors de toute consultation, le CSE peut également prendre l'initiative de mandater un expert sur risque grave, c'est-à-dire lorsqu'un risque grave pour la santé et sécurité des salariés a été identifié par le CSE, qui peut mettre en cause un certain nombre de politiques sociales carentes ou défaillantes. Alors, quel peut être pour vous, pour le CSE, l'apport d'un expert dans ces consultations ou dans le cas d'un risque grave? L'apport peut être d'abord un apport technique. L'expert peut vous éclairer sur des sujets spécifiques qui sont traités à travers ces consultations. L'expert peut également vous apporter un regard extérieur et confronter les pratiques dans votre entreprise, de votre employeur, à celles des autres entreprises, et notamment au sein de votre secteur d'activité.
L'expert, pour un certain nombre de consultations, a également un accès plus important que celui du CSE à l'information. Il a accès aux données sources, notamment. Et c'est le cas en particulier pour les consultations récurrentes. Et puis, l'expert peut enfin vous aider à formuler des contre-propositions et à élaborer un avis éclairé dans le cadre des consultations. Pour ce qui concerne la négociation, deuxième grand levier pour peser sur les politiques sociales de l'entreprise, le Code du travail prévoit des négociations obligatoires et récurrentes tous les ans pour les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que pour la négociation qui est dorénavant appelée QVCT, qualité de vie et des conditions de travail et égalité professionnelle. Et tous les 3 ans, pour les entreprises de plus de 300 salariés, pour la GEPP, la gestion des emplois et des parcours professionnels. Ponctuellement, sur de nombreux sujets spécifiques, que ce soit l'initiative de l'employeur ou des représentants des salariés, une négociation peut également être engagée. Attention sur la négociation à bien coordonner l'action des CSE avec l'action des organisations syndicales pour préparer la négociation. Depuis plusieurs années, les consultations récurrentes sont articulées avec ces négociations. Donc attention à coordonner les travaux du CSE à travers l'analyse des informations, à travers les avis argumentés qu'il va rendre, à travers les expertises qu'il décide avec les négociations, pour les préparer au mieux et faire en sorte d'atteindre vos objectifs à travers la négociation. Le mieux, évidemment, est de pouvoir débuter par un accord de méthode qui donne du temps et des moyens aux négociateurs pour aboutir au meilleur accord possible. Un point de vigilance concernant les négociations, depuis les ordonnances de 2017, depuis la loi travail, vous savez que dans le Code du travail, une partie du Code du travail est devenue optionnelle. Les modalités d'application des règles de droit se sont complexifiées et dorénavant, le Code du travail contient 3 types de dispositions. D'abord, des dispositions d'ordre public qui fixent des règles impératives, des règles auxquelles on ne peut pas déroger, même par accord. Il fixe également des dispositions négociables, c'est-à-dire qui peuvent s'adapter aux spécificités, aux besoins des branches ou des entreprises par la négociation. Et puis, il prévoit des dispositions supplétives, c'est-à-dire celles qui vont s'appliquer à défaut d'accord d'entreprise ou d'accord de branche. Donc, il faut faire très attention, c'est typiquement le cas, on l'évoquait tout à l'heure sur la BDESE. Si vous négociez un accord, attention sur le contenu de la BDESE, attention à faire en sorte que les dispositions négociées ne soient pas moins disantes par rapport aux dispositions supplétives prévues par le Code du travail. Quelques conseils pour négocier un bon accord. Alors, peut-être commencer d'abord par se former, surtout si le sujet est un peu technique ou complexe. Se faire accompagner par son expert, par des juristes pour sécuriser juridiquement le contenu de l'accord. Établir également au préalable, avant la négociation avec l'employeur, un diagnostic qui permette de partager la connaissance et les enjeux sur le sujet dans l'entreprise. Donner à l'accord des objectifs clairs. L'objectif, c'est que dans le préambule de l'accord, les objectifs de l'accord soient très clairement énoncés et qu'ensuite, dans son contenu, l'accord permette de prendre des engagements précis, chiffrés et mesurables, qui ne s'en tiennent pas à des principes un peu vagues. Il faudra donc prévoir dans l'accord également des outils, des moyens, des dispositifs pour s'assurer que les engagements seront tenus. Et puis, vous pourrez, via le CSE, mettre en place une commission de suivi pour garantir la bonne mise en œuvre de cet accord et vérifier sa bonne mise en œuvre, justement, au travers des consultations récurrentes, par exemple la consultation sur la politique sociale. En résumé, quelques conseils pour pouvoir peser sur la politique sociale à travers ces différents leviers. Commencez d'abord par obtenir les bonnes informations par la BDESE, s'assurer que son contenu soit adapté, par des informations liées aux consultations, des éclaircissements apportés par la direction au cours des consultations, par éventuellement le recours à une expertise, de manière à construire un diagnostic solide qui permette de bien identifier les enjeux dans l'entreprise sur les différents sujets traités. Et puis ensuite, bâtir un argumentaire et le formaliser à travers l'avis du CSE lors des consultations, à travers des contre-propositions étayées dans le cadre de négociations pour convaincre l'employeur et, in fine, pouvoir créer de nouveaux droits pour les salariés. Et ce qu'on va vous proposer maintenant, suite à ce que Carole
à présenter de façon, voilà, à présenter des éléments de droit et des éléments opérationnels, c'est d'essayer de voir comment vous pourriez mettre ça en pratique au travers de deux ou trois problématiques qu'on a voulu concentrer sur trois grands thèmes, hein, de la politique sociale, l'emploi, les conditions de travail, les parcours professionnels. La politique sociale, c'est un sujet très vaste avec beaucoup de thèmes qui interagissent, hein, les rémunérations, le temps de travail, l'égalité professionnelle, etc., etc. Là, on va se concentrer, hein, si on passe à la page suivante, à trois, au moins deux, trois si on a le temps, contexte particulier dans lequel vous allez probablement, au moins pour partie, retrouver votre entreprise. Le premier contexte, c'est que vous êtes dans une entreprise en croissance, mais qui subit de nombreux départs non souhaités de salariés et qui, en plus, rencontre des difficultés à recruter. Ensuite, on regardera un deuxième exemple qui est au contraire celui d'une entreprise en décroissance ou bien en mutation forte de ses activités, de ses technologies, de ses métiers, et voir comment questionner la politique sociale dans ce cadre-là. Et puis, troisième contexte, si on a le temps de le faire, sinon vous le verrez indirectement dans le document et on passera aux questions-réponses pour échanger avec vous. Donc, ce troisième contexte, ce serait un sujet assez d'actualité puisqu'il est question des parcours professionnels en fin de carrière, les parcours des seniors. Si on commence par le premier cas de figure, entreprise en croissance, subissant un fort turnover, c'est-à-dire une forte rotation des effectifs, beaucoup de départs, beaucoup d'entrées et des difficultés à recruter, eh bien, on est dans un contexte où le CSE, par exemple, pourrait penser que les difficultés sont dues notamment à de mauvaises conditions de travail dans l'entreprise et le CSE souhaite affiner sa vision pour pouvoir faire des propositions à l'employeur et améliorer la situation. Comment allez-vous procéder? Eh bien, on va essayer d'appliquer la petite méthodologie que vous présentez, Carole, juste avant, qui consiste à partir d'une problématique qui est là identifiée dans le grand bloc rouge, le fait que vous pensez que qu'il y a des difficultés de recrutement et beaucoup de départs, il y a des mauvaises conditions de travail. D'abord, recueillir les bonnes informations pour en faire un diagnostic, formuler des propositions dans le cadre d'un avis, hein, pour convaincre l'employeur, et puis ensuite, le cas échéant, négocier un accord pour améliorer les droits des salariés. Alors, les bonnes informations que vous allez demander, elles vont porter sur quel sujet? Sur les sujets, sur la difficulté à recruter et à fidéliser les salariés, sur la nécessité de mettre en évidence le turnover qui est élevé dans l'entreprise, hein, objectiver le nombre de départs, chiffrer combien ça coûte de remplacer un départ, mettre en évidence que les gens qui s'en vont ont peut-être des compétences critiques et que ça va poser problème pour l'entreprise, mettre en évidence au travers des bonnes informations que les salaires sont peut-être en dessous du marché des activités de votre entreprise et que ça peut expliquer que des gens s'en aillent et que vous ayez du mal à recruter. Et puis enfin, comme le CSE semble le penser, ça peut être lié à des mauvaises conditions de travail, hein, comme une surcharge de travail qui entraîne un épuisement professionnel, des rapports sociaux qui peuvent être dégradés, peut-être des accidents ou du matériel inadapté, étant entendu que l'entreprise peut entrer dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus il y a de turnover, plus il y a de départ, plus ça accroît la surcharge de travail des salariés qui restent présents dans l'entreprise, et plus ça peut conduire à des formes d'épuisement, de démotivation qui sont néfastes aux salariés, bien entendu, et à l'entreprise indirectement. Et puis, si en plus vous constatez en demandant et en obtenant les bonnes informations que l'entreprise va avoir un besoin important d'accroître les emplois et les compétences, ça veut dire qu'elle va rencontrer des difficultés. Donc, on l'a vu, hein, Carole l'a abordé tout à l'heure, pour obtenir ces informations et pouvoir réaliser ce diagnostic, vous allez pouvoir vous fonder dans un premier temps sur les informations qui figurent dans la BDESE, si elle est correctement renseignée, si les informations y sont suffisantes, qui pourront être complétées d'informations spécifiques que vous aurez demandées dans le cadre de la consultation, par exemple sur la politique sociale de l'entreprise ou bien sur les orientations stratégiques, puisque
Dans ce cadre-là, vous êtes fondé à demander les prévisions de l'entreprise en termes d'évolution des emplois et des compétences. Vous pouvez aussi mobiliser des enquêtes santé, sécurité, conditions de travail que vous réalisez, vous faites réaliser par votre expert. Vous pouvez aussi mobiliser une expertise si vous identifiez des risques graves pour la santé des salariés. Dans ce cadre-là, et après avoir réalisé le diagnostic avec l'aide de votre expert, vous pouvez formuler des avis pour convaincre l'employeur d'infléchir sa politique. Là, vous pouvez faire travailler les commissions du CSE, si vous en avez, notamment les CSE de plus de 300 salariés qui ont une commission SSCT, une commission économique, des commissions emploi, formation, égalité professionnelle. Et puis, vous pouvez vous faire appuyer des experts que vous avez mandatés. L'idée, comme on n'est pas dans la cogestion, l'employeur a le pouvoir final de décision, donc vous êtes de toute façon obligé de le convaincre par vos arguments. Et puis ensuite, cerise sur le gâteau, ça peut être l'occasion, si le calendrier est articulé avec la consultation ou à un autre moment dans l'année, et vous pouvez aussi solliciter l'employeur pour négocier de nouveaux dispositifs et droits pour les salariés, et notamment dans les 3 négociations récurrentes dont Carole a parlé tout à l'heure, dans l'accord de gestion des emplois et des parcours professionnels, négociation obligatoire tous les 3 ans pour les entreprises de plus de 300 salariés, où vous pouvez essayer de faire mettre noir sur blanc, par exemple, des objectifs chiffrés d'embauche et puis des moyens dédiés pour les recrutements, des dispositifs d'intégration des nouveaux salariés pour leur donner envie de rester, une formation des salariés adaptée pour que leurs compétences évoluent en lien avec les besoins de l'entreprise. Et puis, vous pouvez aussi, dans le cadre d'une autre négociation, celle de la négociation sur les conditions de travail et l'égalité professionnelle, faire inscrire des dispositifs qui améliorent les conditions de travail dans l'entreprise, donc qui amélioreront l'attractivité de l'entreprise. Sous diverses formes. Ça peut être l'accès au télétravail, la régulation de la surcharge, les démarches participatives dans la conduite des changements, le top-down, la direction qui décide et puis les gens en bas qui exécutent. On sait que souvent, ça ne fonctionne pas bien. C'est dommageable à l'entreprise et à la santé des salariés. Vous pouvez aussi négocier des dispositifs qui faciliteront le recrutement, l'intégration et puis le parcours des femmes, puisque cette négociation porte aussi sur l'égalité professionnelle. Et puis enfin, la 3e négociation obligatoire, la plus connue d'ailleurs, celle qu'on appelle toujours souvent la NAO, dans l'accord, donc la négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, et bien, obtenir des rémunérations peut-être plus attractives si l'entreprise a du mal à recruter et à fidéliser les salariés, des temps de travail qui soient adaptés aux attentes des uns et des autres en termes de plage horaire, de flexibilité souhaitée, de temps partiel souhaité, etc., etc. Voilà pour ce premier exemple à partir d'une entreprise qui serait en croissance et qui subirait beaucoup de départs et des difficultés à recruter. Je vous propose maintenant qu'on passe au 2e cas de figure, qui est un peu le cas inverse, celui d'une entreprise qui se trouverait en décroissance ou subissant une mutation de ses technologies. Il y a des secteurs pour lesquels c'est très prégnant. Avec la transition climatique, par exemple, vous savez que à l'horizon d'une quinzaine d'années, même d'une dizaine d'années, les moteurs thermiques vont être interdits et les entreprises qui réalisent des moteurs thermiques pour l'automobile vont devoir muter vers d'autres technologies comme les moteurs électriques, par exemple. Et dans un cas de figure qui serait de cet ordre, vous, CSE, vous souhaitez sécuriser les parcours professionnels des salariés dans un contexte incertain sur l'avenir des emplois et des métiers. Alors, comment procéder pour cela? Donc, on retrouve notre problématique générale sur fond bleu canard. Vous voulez sécuriser les parcours professionnels des salariés et vous allez, par la même méthode, commencer par demander les bonnes informations, celles qui figurent dans la BDESE, si elles sont suffisantes. Et vous allez profiter des consultations et des expertises que vous pouvez mandater dans ce cadre-là sur la politique sociale ou sur les orientations stratégiques. Et puis les autres outils dont on a parlé pour poser les bonnes questions et faire un diagnostic. Ces bonnes questions, qu'est-ce qu'elles vont être? Eh bien, par exemple, mettre en évidence la décroissance à venir des activités traditionnelles, comment évolue le marché,
quel est le business plan de l'employeur qui prévoit les évolutions d'activité dans les prochaines années. Ensuite, mettre en évidence les mutations des métiers qui peuvent être liées à différents sujets. On parle beaucoup avec ChatGPT en ce moment de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de la transition climatique qui va transformer des activités de beaucoup d'entreprises. On pourrait citer des tas d'autres exemples. Mettre en évidence la cartographie des emplois menacés, faire un état des lieux des compétences dans l'entreprise, de la pyramide des âges, c'est-à-dire s'il doit y avoir prochainement des départs, est-ce que ça peut se gérer naturellement par les départs en retraite prévisibles? Est-ce que ça va être plus compliqué? Est-ce que tous les emplois sont menacés ou est-ce que seulement certains des emplois sont menacés? Et si oui, lesquels? Pour quelles raisons? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les salariés qui sont dans ces emplois menacés? Et c'est là que vous allez, après cette phase de diagnostic, formuler des avis et des propositions pour convaincre l'employeur d'anticiper et de sécuriser l'emploi. Les leviers, les mêmes que tout à l'heure, les travaux des commissions du CSE, l'appui technique des experts que vous aurez mandatés, qui vous aideront à formuler un avis qui soit construit pour convaincre l'employeur. Et là encore, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de négocier de nouveaux dispositifs et droits pour les salariés, tout particulièrement dans l'accord de gestion des emplois et des parcours professionnels, puisque c'est son but, sécuriser les parcours des salariés, en invitant l'employeur à accentuer, par exemple, son effort de formation, garantir, par exemple, un nombre moyen de formation par salarié, plus particulièrement sur les emplois menacés, adapter les compétences aux nouveaux besoins de l'entreprise, accompagner les mobilités aussi, si elles sont nécessaires. C'est-à-dire, si quelqu'un doit changer de métier parce que son métier s'apprête à disparaître, eh bien, il faut prévoir des dispositifs qui vont l'aider à changer de métier. Parfois, ça peut être aussi une mobilité géographique, devoir changer de lieu de travail. Là aussi, on peut prévoir tout un tas de dispositifs qui facilitent la vie du salarié qui va devoir peut-être déménager. Prendre des mesures plus spécifiques pour les métiers en décroissance, en mutation. Et puis, si jamais il n'est pas possible de faire autrement, il est possible d'aider le salarié à trouver aussi un autre emploi qui lui convienne dans une autre entreprise, qu'elle soit à l'intérieur du même groupe ou en dehors du groupe, au travers de filets de sécurité, de dispositifs qui aident à ça, comme des mobilités volontaires sécurisées, des dispositifs de transition collective, etc., etc. Et il est possible aussi d'utiliser les leviers d'autres accords, comme celui sur les conditions de travail et l'égalité professionnelle, au travers notamment de la prévention des risques psychosociaux qui peuvent être générés par une situation angoissante parce qu'on ne sait pas très bien où l'entreprise va dans ce contexte de mutation. Ça peut être prévoir des dispositifs aussi pour accompagner les managers pour que les managers et la fonction RH accompagnent les salariés dans les changements qu'ils subissent, des dispositifs pour préserver et adapter les conditions de travail, et notamment pour ceux qui vont rester ou qui vont changer de métier dans l'entreprise. Et puis, dans l'accord sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, il sera utile de faire reconnaître les compétences acquises par les salariés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les employeurs parlent souvent de polyvalence, mais quand il s'agit de reconnaître financièrement cette polyvalence par des augmentations de salaire, c'est déjà plus difficile souvent. Donc voilà, toute la reconnaissance autour de la rémunération des compétences et puis aussi du temps de travail qui soit adapté aux nouveaux métiers, si les nouveaux métiers nécessitent une organisation du travail différente. Attention, soyez prudents sur les accords qui portent sur des restructurations lourdes de type accord de performance collective qui peuvent conduire les salariés à être obligés de subir une mobilité même s'ils ne le souhaitent pas, ou les ruptures conventionnelles collectives où le volontariat doit être de mise, et a fortiori les PSE, les plans de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire les plans de licenciement économique de salariés. Donc là, les leviers, comme pour l'autre exemple, ça va être les négociations obligatoires prévues par le Code du travail, en vous faisant appuyer, on vous invite à ce que ce soit un réflexe, faites-vous appuyer de vos avocats ou conseils juridiques pour bien verrouiller le contenu de l'accord. Et puis sur les dispositifs opérationnels et techniques, faites-vous appuyer par vos experts.
Je pense qu'on a le temps pour passer rapidement sur le troisième cas, le fameux cas d'actualité, hein, avec cette réforme des retraites, hein. On est dans un contexte paradoxal où le gouvernement veut reculer l'âge de la retraite, mais où les employeurs, comme vous ne l'ignorez pas, recrutent souvent à reculons les seniors ou sans désintérêt et parfois les placardisent, hein, dans l'entreprise. Et puis là, vous, CSE, vous souhaiteriez que l'entreprise prenne mieux en compte, prenne mieux en considération cette population des seniors, c'est-à-dire des salariés âgés. Il n'y a pas de définition officielle d'un senior, hein. Selon l'interlocuteur, ça commence à 45 ans. Si vous regardez le dictionnaire, c'est à partir de 50 ans. Mais la question peut se poser avec plus d'acuité pour les gens qui sont autour de la soixantaine et puis proches d'un âge où ils souhaiteraient quitter l'entreprise pour partir en retraite. Pour la même méthode, information, diagnostic, convaincre, négocier. Les informations que vous pouvez demander, c'est déjà objectiver le sujet dans l'entreprise. S'il n'y a que des moins de 30 ans dans l'entreprise, la question ne va pas se poser. Donc déjà, obtenir ou établir une pyramide des âges dans l'entreprise et puis établir le profil des seniors, hein. Quels sont leurs métiers, quel est leur parcours antérieur, quelles sont leurs compétences, quel est leur âge de départ probable compte tenu de l'âge où ils ont commencé à travailler. Regardez aussi les motifs de départ par tranche d'âge. Est-ce que les gens partent tous à l'âge de la retraite ou est-ce qu'ils sont contraints de partir avant pour des raisons soit souhaitées, soit non souhaitées? Vous avez des secteurs où malheureusement les salariés sont très usés et ont des problèmes de santé qui font qu'ils sont contraints d'arrêter de travailler avant. Ça renvoie au troisième tiré, hein, la problématique lourde des pénibilités des emplois dans l'entreprise. En fonction de la nature du travail réalisé et de la prévention qui est faite ou pas faite, vous pouvez avoir des salariés qui, au bout de quelques années de travail ou quelques décennies, ne seront plus en situation d'exercer le même métier et devront en exercer un autre. Donc, mettre en évidence la pénibilité des emplois dans l'entreprise et le travail qui est fait ou pas fait, ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire éviter au maximum les pénibilités. Regardez l'absentéisme aussi selon les tranches d'âge. Et puis regardez aussi les besoins à venir de l'entreprise en emploi et compétences. Si elle a besoin de recruter beaucoup, est-ce que dans le même temps, ça vaudrait pas le coup de recruter des seniors, des personnes expérimentées qui ont eu un parcours qui pourrait être utile à l'entreprise? Là aussi, vous allez mobiliser les mêmes leviers, les informations de la BDESE si elles sont suffisantes, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui souvent n'est pas le cas d'ailleurs. Les informations complémentaires que vous aurez eues lors des consultations de l'employeur sur la politique sociale et sur les orientations stratégiques de l'entreprise, consultations sur lesquelles, hein, je le rappelle, vous pouvez mandater une expertise, les éventuelles enquêtes SSCT que le CSE aura réalisées sur les sujets de pénibilité, de risques psychosociaux, de troubles musculo-squelettiques, sur les souhaits de parcours des salariés aussi, hein. Un senior, vous en avez qui voudront rester longtemps dans l'entreprise, et puis d'autres, au contraire, qui aimeraient bien pouvoir partir le plus tôt possible, hein. Chaque souhait est honorable et puis dépend de la personne. Et puis s'il y a des gros problèmes d'accident de travail, par exemple, ou de pénibilité, il est possible aussi de mandater une expertise risque grave. Une fois obtenues ces informations et le diagnostic réalisé, notamment avec l'aide de votre expert, le CSE formulera des avis pour convaincre l'employeur d'améliorer sa politique senior. Et dans la mesure du possible, il pourra chercher à négocier des nouveaux dispositifs et droits pour l'ensemble des salariés en général et pour les seniors en particulier, toujours dans l'accord triennal de GEPP, au travers par exemple de parcours seniors qui reconnaîtront leurs compétences en termes d'expertise, de tutorat, de formation, leurs souhaits d'organisation du travail. Quand on a 55 ans, on n'a peut-être pas forcément envie de travailler de la même façon que quand on en a 25, en termes de postes de jour, par exemple, de télétravail, éventuellement de temps partiel en partie subventionné par l'entreprise, par exemple. On retrouve ça dans de nombreux accords.
Le salarié senior peut aussi souhaiter un parcours hors entreprise au travers d'une retraite progressive, de rachat de trimestre que l'entreprise peut contribuer à financer, de congés de fin de carrière. Et puis enfin, à l'inverse, on peut imaginer, et on trouve dans des accords, des objectifs de recrutement de seniors, de personnes, par exemple, de plus de 50 ans, qui représenteraient une cible de tant de pourcentage de recrutement euh, chaque année. Il y a des dispositifs légaux aussi qui peuvent y inciter. Et enfin, dans les autres accords, l'accord QVCT égalité professionnelle peut être l'occasion aussi de mettre en place une démarche de prévention pour réduire l'usure au travail pour tous les salariés, ce que j'ai appelé tout à l'heure la prévention primaire, des dispositifs de valorisation de la transmission des compétences, des mesures qui vont faciliter la qualité de vie au travail des seniors, comme je le disais à l'instant, ou encore dans l'accord sur la rémunération et la reconnaissance salariale des seniors, qui sont souvent la population la moins augmentée dans les enveloppes d'augmentation annuelles. Nous arrivons au terme de cette présentation pour laquelle on vous a donné quelques exemples types dans lesquels on imagine que vous êtes un peu reconnu. Alors, je ne sais pas si tout au long de cette présentation, des questions sont apparues dans le fil questions et réponses. Peut-être que Christelle a commencé à répondre à certaines d'entre elles. On va prendre peut-être oralement certaines des questions que vous vous posez. Oui, alors il y a eu pas mal, quelques échanges effectivement dans le module QR. On vous remercie d'avoir été actif, y compris pendant cette présentation. On voit bien en fait que, alors j'ai répondu à un certain nombre en direct, mais je pense que c'est intéressant en fait de pouvoir échanger parce que finalement il y a quand même des problématiques assez communes dont vous témoignez, des problématiques vraiment et des préoccupations pour vous autour de la question de l'accès à cette information, de la qualité de cette information, des modalités de mise à jour en fait, notamment aussi de la BDESE. Donc, on voit bien, en fait, c'est un peu le cœur du dispositif dans une consultation que de pouvoir avoir des informations fiables. Et c'est vraiment, a priori, des problèmes dont vous avez témoigné. Alors, peut-être que je vais vous inviter, j'ai déjà fait quelques éléments de réponse, mais peut-être que je vais vous inviter à témoigner alors en levant la main. Du coup, à ce moment-là, comme ça, on va pouvoir réouvrir vos micros au fur et à mesure. Il y avait la question de Jérôme Clé. Oui, bonjour tout le monde. Oui, ma question, c'était souvent en information consultation, on constate parfois que suite en fait à la session en fait plénière, il nous manque des informations, les choses sont pas assez complètes. Donc, on fait parfois des emails en fait à la direction pour leur demander de nous envoyer des informations complémentaires. Ma question, c'est que parfois on se dit, mais on n'est pas capable de rendre un avis parce qu'il nous manque des infos. Alors, l'avis est négatif du coup par défaut, mais est-ce qu'on peut du coup pousser la direction à nous en donner plus? Tout au long de la consultation, vous pouvez demander plus d'informations à votre employeur. Vous êtes légitime à ça et votre avis doit être un avis éclairé. Après, se posent plusieurs difficultés. La première, c'est que la consultation a un délai qui est maintenant cadré clairement par la loi, qui est un délai de 1 mois, comme le disait Carole tout à l'heure, s'il n'y a pas recours à l'expertise, et 2 mois s'il y a recours à l'expertise. Le seul recours à l'expertise vous donne la possibilité, au travers de l'expert que vous avez mandaté, d'obtenir plus d'informations parce que l'expert, il a le même accès que le commissaire aux comptes aux informations de l'entreprise. Donc, il peut vous aider à accéder à des informations pour lesquelles l'entreprise traînerait des pieds. Parce que c'est la deuxième difficulté, effectivement. L'employeur est de bonne foi. Il peut être d'un peu moins bonne foi en se disant, moins j'en donne, mieux je me porte, puis laisser jouer la montre. Parfois, il est simplement un peu débordé et puis il manque de temps pour répondre aux questions, mais enfin, ce n'est pas une excuse. Donc, vous êtes légitime à obtenir les informations dont vous avez besoin. Si vous estimez d'ailleurs que l'employeur n'a pas joué le jeu, vous pouvez toujours
vous tournez vers le tribunal pour demander en référé que le délai de la consultation soit prorogé et que le juge confirme que les informations que vous demandez vous soient données. Voilà. Je me tourne vers mes collègues si elles souhaitent apporter des compléments de réponse à cette question. Oui, vas-y, Christelle. Pardon, non, juste pour redire que du coup, j'avais effectivement signalé que la démarche, effectivement, il y a la problématique du délai qui est assez court, mais sachant que d'un point de vue légal, en fait, le CSE peut saisir le tribunal judiciaire pour justement avoir les bonnes informations, celles dont il a besoin. Après, il faut faire attention, cette procédure, en fait, à elle seule, ne rallonge pas le délai en tant que tel. Seule la décision du juge, en fait, va permettre de légitimer le fait que le CSE a un délai rallongé du fait de ce défaut d'information. Voilà les petits éléments de précision, mais peut-être Carole encore va pouvoir compléter. Non, oui, peut-être un conseil pratique, ça vaut pour toutes les consultations, c'est d'essayer collectivement de regarder au démarrage de la consultation les premières infos transmises et à partir de là, identifier assez vite les informations manquantes de manière à faire ce que vous évoquez, M. Clé, c'est-à-dire très vite envoyer un mail, formaliser une demande écrite de documents à l'employeur pour espérer avoir l'information suffisamment vite dans le processus de consultation pour que ça vous soit utile. C'est démarrer par ça, réfléchir vraiment à l'ensemble des éléments dont vous avez besoin dès le démarrage de la consultation. Et pour pouvoir, le cas échéant, si les éléments ne vous sont pas transmis, solliciter l'inspection du travail ou éventuellement organiser un recours judiciaire. Très bien, merci. D'autres mains levées? Oui, peut-être dans les mains levées, peut-être que ça va effectivement faire réagir. Peut-être que dans le même spectre, en tout cas, de questions que j'ai traitées en fait dans le module de questions-réponses, dans le même ordre d'idée, en fait, il y avait la question de finalement, est-ce que ça c'était Frédéric Seymour qui a posé la question, hein, est-ce que l'employeur est tenu d'informer quand il fait un ajout en fait ou une modification dans la B2ES, hein, donc ce à quoi j'ai précisé que évidemment des accords pouvaient déterminer justement ces éléments-là, mais à défaut d'accord, effectivement, l'employeur, normalement, lors de la mise en œuvre de la BDES, doit avoir précisé et les conditions d'accès, d'utilisation et d'actualisation de la BDES. Et évidemment, en tout état de cause, la BDES, elle doit être accessible en permanence au CSE et aux représentants des salariés qui doivent pouvoir effectivement avoir systématiquement soit un message d'alerte ou une notification quand il y a mise à jour de cette B2SE. Et dans la même lignée de typologie de questions, et ça rejoint, et donc là c'était Jean-Luc Paget qui posait la question de existe-t-il un moyen simple? Donc on voit bien que la préoccupation pour vous et la difficulté, c'est d'avoir accès à l'information. Existe-t-il un moyen simple de forcer la direction à alimenter la B2ES correctement? Et j'allais dire, au-delà de ce qu'on vous a déjà dit jusqu'à présent et puis du conseil pratique que vous a fait aussi Carole, ce dont je témoignais, c'était de se dire que vous avez au travers justement de l'énoncé de vos avis, hein, à chaque consultation, dont celle sur la politique sociale, vous pouvez du coup avoir un avis motivé, que cet avis, en fait, il ne faut pas oublier qu'il est remonté en fait à l'inspection du travail et que dans cet avis, vous pouvez d'ores et déjà commencer par dire la mauvaise qualité de l'information qui vous est donnée. Hein. C'est-à-dire que le conseil de Carole était en amont de la consultation, déjà de se préparer, vous, sur les informations dont vous avez besoin. L'autre levier que vous pouvez utiliser, j'allais dire, et qui préparera, on espère, une évolution favorable de la position de votre employeur après, c'est de mentionner dans votre avis que, en tant que CSE, vous ne pouvez que déplorer les informations très insuffisantes de la part de votre employeur. Hein, et ça pourra faire des effets leviers pour après. Alors, il y avait une question peut-être un peu particulière. Alors, attendez, j'essaie de retrouver. Peut-être qu'on peut laisser la parole à Éric
Euh, alors, Buscans, je suis désolée si je prononce mal. Bonjour. 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 Oui, je demandais si l'avis motivé était obligatoire pour toutes les consultations, parce que c'est quelque chose que je demande à mes petits collègues du CSE depuis des années, et puis, pour simplifier, on va dire que tout le monde s'en fout. Donc, en fait, la procédure chez nous, c'est ils nous donnent les documents, on les étudie, on pose des questions pour éclaircir les points qu'on ne comprend pas forcément, qui ne sont pas très clairs. Ils nous apportent ces réponses-là en CSE et après, on se contente d'approuver à main levée. Oui, d'approuver ou de désapprouver. Ouais, en général, c'est approuvé parce que voilà quoi, il n'y a pas franchement, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas. Ah bon, ça me chagrine un petit peu, quoi. Oui. L'avis argumenté, l'avis argumenté pour vous, en tant que CSE, c'est un élément important. Encore une fois, notamment dans la politique sociale, cet avis, il est remonté au niveau de l'inspection du travail. Donc, si à un moment donné, vous avez aussi besoin de faire intervenir un tiers face à des difficultés, l'inspection du travail, évidemment, fait partie de ces tiers qui sont importants à solliciter. C'est vrai qu'un avis motivé, voilà. Alors, il n'y a pas d'obligation en tant que tel à remettre un avis motivé et argumenté, mais vous avez la bonne, j'allais dire la bonne intuition que de vouloir effectivement argumenter et donner cet avis. Il faut réussir à convaincre en fait aussi vos collègues de cette utilité-là. Mais il n'y a pas d'obligation formelle. Enfin, je vois là, du coup, à la fois Samuel et Carole, peut-être qui veulent réagir et compléter. Donc, je vais leur laisser la main. Donc, pour compléter ce que disait Christelle, j'ai envie de dire que, effectivement, le Code du travail il dit que vous donnez un avis, mais il ne dit pas quelle forme doit prendre cet avis. Ce qui serait dommage, comme vous êtes, et on l'a dit tout à l'heure, vous êtes une instance de consultation. En France, on n'est pas dans la cogestion, c'est l'employeur qui décide. Ce qui veut dire que vous devez le convaincre. Et ces consultations sont l'occasion d'essayer de convaincre l'employeur en disant, voilà, on aimerait bien que vous fassiez ceci de telle manière, que tel sujet soit mieux organisé, qu'il y ait plus de moyens sur ci, sur ça. Et ces consultations formelles sont une occasion parmi d'autres. Ce n'est pas la seule, vous vous croisez aussi dans les couloirs, mais c'est une occasion de formaliser ce que vous souhaitez améliorer dans l'entreprise. Donc, c'est dommage de s'en priver, voilà. C'est dommage de s'en priver. Une illustration sur un cas concret, nous, dans le cadre des expertises habilitées, donc sur projet important modifiant les conditions de travail ou les expertises risques graves, on voit régulièrement, alors bon, ce n'est pas véritablement des avis sur risque grave, ça peut être des résolutions, mais disons sur projet important, vous êtes consulté sur un projet important modifiant les conditions de travail, à l'issue de la procédure, vous rendez un avis. Que vous disiez on est favorable ou défavorable au projet, cela ne change rien, puisque votre avis n'est pas suspensif. L'employeur peut passer outre et décider de la mise en œuvre de son projet. En revanche, si vous formulez un certain nombre de constats, éventuellement une alerte au regard des risques identifiés en lien avec le projet pour la santé et sécurité des salariés. Si vous faites des propositions de prévention des risques professionnels, c'est-à-dire vous proposez des mesures à intégrer dans le cadre de la conduite du projet de manière à réduire les impacts négatifs sur les conditions de travail et la santé et sécurité. Alors là, ça change tout. L'employeur est tenu de vous apporter des réponses motivées au contenu de votre avis, en particulier sur des alertes ou sur des propositions de prévention. Il a une obligation de préservation de la santé et sécurité. Donc, il doit, s'il choisit de ne pas suivre l'une des propositions que vous faites, il doit s'en justifier en démontrant que lui a mis en œuvre un certain nombre de mesures permettant de protéger effectivement la santé et sécurité des salariés. Mais vous voyez, là, il y a vraiment tout intérêt à travailler, à construire la vie. Alors, c'est parfois compliqué, il faut se réunir, il faut organiser les choses pour pouvoir rédiger collectivement un avis, se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets, mais c'est vraiment un levier d'action essentiel. D'accord, merci beaucoup. C'est très clair. On a encore un tout petit peu de temps avant la fin du webinaire pour prendre d'autres questions. Alors, il y en a d'autres auxquelles j'ai pu répondre directement en fait, dans le module QR que vous allez pouvoir retrouver. Il y a peut-être… il y a deux mains levées. Ah, ben voilà, prenons d'abord priorité au direct. Oui, moi j'ai deux… Enfin,
je souscris à ce que vous dites avant, c'est-à-dire qu'au-delà des avis, les avis sont dans les PV, donc ça intéresse les salariés en fait. C'est-à-dire que si vous rendez un avis oui ou non, ça n'a pas d'intérêt. Les directions veulent toujours et ce qui nous intéresse, c'est oui ou non, mais en fait, non. Ce qui intéresse, c'est l'avis que nous, on donne dans le CSE. Et on a deux difficultés. Moi, j'ai deux difficultés. On a un CSE central où la direction essaie de cloisonner, en fait. C'est-à-dire qu'elle prétend que c'est confidentiel et bon, c'est compliqué parce que c'est national, vous savez. Et donc, ça ne ruisselle pas complètement jusqu'en bas, quoi. Je ne sais pas, vous allez m'expliquer si dans un CSE central, c'est vraiment, il y a une confidentialité qui ne devrait pas rejaillir sur les CSE locaux. Et puis, la deuxième chose, c'est la BDSE. Vous en avez parlé, mais moi, je reste sur ma faim parce que l'article de loi qui définit le contenu de la BDSE, c'est de la littérature molle, donc j'ai vraiment beaucoup de mal à savoir ce qu'on peut avoir dedans ou pas, quoi. Quel est le niveau d'exigence qu'on peut avoir, sachant qu'il n'y a pas d'accord. Enfin voilà, je sais pas, il y a des gens qui ont peut-être des accords pour mettre ce qu'on met dans le BDSE, mais c'est cette partie-là. Qu'est-ce qu'on peut, d'un point de vue juridiquement, exiger en fait? Sur la BDESE, il y a à la fois l'article de loi en tant que tel, mais il y a aussi des décrets en fait. Des décrets qui, effectivement, à défaut d'accord, et selon qu'on est plus ou moins de 300, définissent en fait la liste des indicateurs qui est à remettre au CSE. Hein. Donc, il y a des décrets. Okay. Oui, 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 oui. Et ces décrets, ils sont très explicites. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est de l'information toujours au niveau qui conviendrait pour vous, mais en tout état de cause, ça donne un minimum d'indicateurs obligatoires, à défaut d'accord, à avoir selon qu'on est plus ou moins de 300. Les références de décret sont indiquées dans le support. Hein. Vous recevrez le support d'ici la fin de semaine et vous verrez, c'est page 5, c'est indiqué dans le support. Merci. Par ailleurs, excusez-moi, sur la confidentialité entre CSE locaux et CSE central. Oui, excusez-moi, je vous ai coupé. Oui, sur votre première question sur la confidentialité, alors d'abord le CSE central et les CSE locaux, les élus sont tous soumis à une obligation de discrétion. Donc la terre ne va pas s'écrouler s'ils sont au courant de certaines informations communiquées au CSE central. En matière de politique sociale, hormis, je ne sais pas, des rémunérations individuelles, je ne vois pas très bien ce qui est confidentiel au point de ne pas être divulgué par l'employeur. C'est-à-dire que c'est une question de proportion, en fait. L'employeur ne peut pas considérer et vous dire que toutes les données qui vous communiquent sont confidentielles. Et confidentielle, une information qui, si elle est divulguée, met en danger l'avenir de l'entreprise ou de certaines activités ou peut porter préjudice à l'entreprise. Voilà. Donc, c'est à l'aune, mes collègues me compléteront éventuellement, mais c'est à l'aune de l'impact que peut avoir la divulgation d'une information qu'on juge la confidentialité. Donc, ça ne doit pas être un prétexte que l'employeur retient pour ne pas vous communiquer l'information, pour vous empêcher de la communiquer à d'autres instances, ou même d'ailleurs, pour partie, à l'ensemble des salariés, dès lors que ça ne porte pas de préjudice. Merci. Et pour la BDES, je voulais aussi compléter en disant que vous pouvez aussi négocier son contenu. Ce n'est pas forcément négocier à la baisse, ça peut être aussi ajouter ou compléter des informations que vous jugez importantes, même si elles ne sont pas prévues dans les décrets. C'est tout à fait possible. Il est 11h59, je pense qu'on ne va pas avoir le temps de prendre d'autres questions, mais par contre, si on n'a pas répondu à toutes les questions qui étaient posées dans le fil de questions, ben on va y répondre, on a vos adresses email, donc on va y répondre. Par ailleurs, vous avez nos coordonnées en dernière page du support de présentation qui était affiché tout à l'heure et qui va vous être envoyé de toute façon par email, pour lesquels il y a nos coordonnées à tous les trois. Vous pourrez nous contacter si vous avez d'autres questions. Le cabinet Syndex tient à votre disposition de toute façon pour vous appuyer sur tous les sujets de politique sociale et conditions de travail. On en profite pour… alors, on vous rappelle, vous pouvez aller sur notre site internet où il y a beaucoup d'informations sur tous ces sujets-là. On
organise aussi un autre webinaire le 12 mai prochain, le matin, qui sera plus centré sur les sujets de GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels. En attendant, écoutez, on vous remercie beaucoup de votre participation à ce webinaire et puis on vous dit à très bientôt à tous. Merci à tous et à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.